Nigeria. Du Nigeria, bien sûr. Et ils vont montrer aux naïfs Nigériens, Tchadiens, qui sont en train de lutter contre Boko Haram et ISWAP. D'accord. Pire, j'ai dit pire, récemment, vers le 24 avril, une délégation conduite toujours par ces mêmes puissances que j'ai citées, que je ne veux même plus citer, Oui. mais que les gens connaissent directement, accompagnée de 4 représentants du Nigeria, qui étaient en même temps interprètes, se sont réunis avec les mouvements terroristes qui sont dans le lac Tchad. Ils leur ont intimé l'ordre d'arrêter toute attaque contre les forces de défense et de sécurité du Nigeria, de s'attaquer impérativement aux forces de défense et de sécurité du Niger. C'est ce qui a fait que vers la fin avril, vous avez constaté une tentative de résurgence d'attaque, mais auxquelles attaques les forces de défense et de sécurité du Niger ont réservé le sort que ces mouvements néocoloniaux méritent. Le dernier cas est celui du 22, je crois, à Difa, avec l'attaque du poste de Bagara. C'est ça. Ils n'ont pas cessé, parce que les chefs terroristes même sont soumis à une pression énorme de la part de ces puissances coloniales pour impérativement faire tomber le Niger. Voilà ce qui se passe avec le Nigeria. Et voilà ce qui fait que nous n'avons pas confiance aux autorités du Nigeria. Nous savons leurs implications, qui sont militaires et qui sont politiques. Pour les implications politiques, peut-être qu'il faut rappeler juste 2 événements. D'accord. Tinubu était en France le 2 avril. Jusqu'au 2 avril, en tout cas, je crois qu'il était rentré vers le 4 avril. Au cours de cette rencontre, il avait signé avec la France qu'ils vont créer une école de formation militaire. Au Nigeria. Formation de langue. Une école de formation ou d'enseignement de langue française à Abuja, au Nigeria. Mais nous savons que ça n'a rien de... une école de langue française. Ce n'est pas les écoles civiles de langue française de haut niveau qui manquent en France. Et au Nigeria, le Nigeria n'a pas besoin de création d'une école de langue. D'accord. C'est une base qu'ils veulent créer et il a signé l'accord le 2 du mois d'avril. Le 9, Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, je crois, des Affaires étrangères, avait dit devant le Sénat, le 9, quand le Sénat l'a interpellé par rapport à leur négligence de vouloir laisser échapper au contrôle de la métropole française, des colonies du Sahel, il avait répondu que le soir même, le 9 avril au soir, il a une rencontre avec tous les gouverneurs du Nigeria. Que les gouverneurs du Nigeria ne s'en prennent pas à moi. Ils n'ont qu'à consulter l'intervention de Jean-Noël Barrot le 9 devant le Sénat. Ils auront la réponse à ce que je viens de dire. C'est pour vous dire que l'implication du Nigeria, malheureusement, qu'elle soit politique ou militaire, est toujours
d'actualité. D'accord. Ça m'a pris du temps. Oui, bien sûr. Je viens au Bénin. Au Bénin, voilà. Le Bénin, nous l'avons également décrié à son temps. Éviter, comme le dit Ali Farka Touré, Allah lui accorde sa rahma, de croire qu'ils peuvent mettre un scorpion dans leur bouche et rester tranquillement assis. C'est pas l'histoire des diables à gifler de diable. Ça, c'est Ali Farka Touré qui l'avait dit. Nous avons averti le Bénin. Si nous nous sommes débarrassés des Français, ce n'est ni par haine, ni par vengeance, même s'il y a de quoi, c'est parce que la présence des troupes françaises sur notre territoire ne peut être que dommageable à l'intérêt national de notre pays. D'accord. Le Bénin, à travers les autorités béninoises, a pensé qu'il peut être certainement plus intelligent que nous et qu'il peut mettre le scorpion dans sa bouche et s'en sortir indemne. Ils ont accueilli ces troupes de déstabilisation qu'ils ont certainement démenti quand c'était nous qui parlions. Mais quand Macron était sorti pour parler, on ne les a pas entendus. Et eux et le Nigeria, personne. Ni même la Côte d'Ivoire. Pourtant, quand j'avais annoncé le 25, tous étaient montés sur leurs chevaux, puisque c'est un frère africain qui dit une vérité qu'il va falloir par tous les moyens démentir au lieu de chercher à savoir les fondements de ce que nous avançons. Le Bénin a continué à démentir. Et d'ailleurs, même après l'intervention de Macron, le Bénin n'a jamais jusqu'ici reconnu qu'il y a ces forces de déstabilisation sur son territoire. Le Bénin a fait mieux. Il a continué à collaborer et renforcer sa coopération. Ça, c'est la décision d'un État souverain. Mais quand on pose un acte, qu'on assume les conséquences de l'acte qu'on pose. Nous avions averti le Bénin bénéficiant d'un contrat de non-agression entre eux et les supplétifs, les troupes auxiliaires néocolonialistes, qui courait jusqu'au 31 décembre de l'année 2024. Quand ce contrat qui avait cours était venu à date, ayant expiré le 31 décembre, vous avez suivi, les attaques ont repris le 8 janvier 2025 de cette année. Tout à fait. Au Bénin, avec d'abord 36 militaires béninois sacrifiés. Par la suite, d'autres attaques ont suivi. Attaques suite auxquelles le Bénin, ou particulièrement Patrice Talon, nous a accusés d'être laxistes vis-à-vis de ces terroristes. Que c'est des terroristes que nous laissons passer comme moi à travers un passoire pour aller les attaquer. Que c'est les États de la Confédération qui sont incapables. Ça, ce sont ses propres termes. Des attaques se sont multipliées avec la plus dramatique où, au grand jour, le jeu des Français était apparu. C'est du matériel d'un bataillon qui ont été mis sur la position d'un petit peloton. Un peloton à peine une cinquantaine d'hommes. C'est du matériel de plus de 400 hommes qui ont été retrouvés sur ces positions-là. Ne serait-ce que ce que eux, les terroristes,
ont montré comme ce qu'ils appellent butin après l'attaque dans le nord Bénin. Puisque après cette attaque, le Bénin s'est totalement retiré et des États de l'AES qui laissent le boulevard, c'est devenu le Bénin qui laisse le territoire entre les mains de ces terroristes. Mais c'était un jeu de compensation, car comme je l'ai dit, quand les Béninois s'étaient retirés avec le motif, entre parenthèses, de s'offrir une profondeur stratégique, c'est-à-dire une profondeur qui permettra de voir l'ennemi venir, de le traiter jusqu'à son dernier retranchement. Alors que ce retranchement-là, c'est un retranchement que nous-mêmes nous lui avons accordé à travers les conseils éclairés, bien sûr, de celui qu'on connaît. Donc, c'est ce qui se passe. Et c'est ça le motif du redéploiement de 350 combattants de ISWAP dans le nord Bénin, qui sont présentement dans le nord Bénin et qui occupent toutes les positions abandonnées par le nord Bénin avec le fallacieux prétexte de s'offrir une profondeur stratégique. Mais il ne faut pas abuser et utiliser les termes comme des perroquets. Pour qu'un pays puisse s'offrir une profondeur stratégique, il faut que ce pays-là soit capable de s'assurer physiquement cette profondeur stratégique. Les Français qui sont les maîtres de ces Béninois-là, ou en tout cas de talons, que les Béninois m'en excusent, les Français n'ont pas de profondeur stratégique. Remontons à la Deuxième Guerre mondiale, juste la Deuxième Guerre mondiale. En combien de jours les troupes allemandes ont marché sur Paris, à travers les Ardennes, la fameuse ligne Maginot? Les Français n'ont pas de profondeur stratégique. La profondeur stratégique ne peut pas être conseillée dans le cas précis du Bénin. Bénin. Il faut que les gens se réveillent. Il faut qu'ils écoutent ce que nous disons. Il faut qu'ils agissent en conséquence. Nous n'avons rien contre le Bénin. Nous n'aurons rien contre le Bénin parce que nous savons que nous formons un seul peuple. Si Patrice Talon pense que en sacrifiant des Béninois, il peut s'offrir un troisième mandat, c'est son choix. Mais nous, c'est notre choix également de faire la résistance et de révéler les enjeux géostratégiques à nos populations pour qu'elles comprennent ce qui se passe et éviter de se faire manipuler. C'est ça la situation qui se passe au Bénin. Et c'est ça qui est regrettable par rapport à ce qui se passe au Bénin, puisque au Bénin, comme au Niger, comme au Burkina, comme au Mali, c'est les forces de défense et de sécurité qui ne sont pas tombées du ciel, qui sont des fils de la nation, qui meurent. C'est des populations innocentes qui sont tuées chaque jour. Et c'est pourquoi nous appelons ces pays africains qui sont encore aveugles de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il est temps de mettre fin à cette collaboration servile. Comme les appelait son Excellence Ibrahim Traoré, les esclaves du salon. Ils doivent libérer le salon. Leur séjour prolongé dans le salon ne peut que nuire à leur pays. Il faut qu'on arrête ça. Nous avons la capacité de l'arrêter, qu'elle soit intellectuelle, humaine ou matérielle. Nous avons toutes les ressources. Que si nous les exploitons de façon efficiente, à travers une bonne gouvernance, nous pouvons nous en passer. Mais c'est ça également le défi, parce que en face, il n'est pas de leur souhait de nous voir nous libérer de leur emprise. C'est à nous de comprendre et de faire les choix, si difficiles soient-ils, mais c'est des choix de souveraineté. Il n'y a pas de difficulté à faire le choix de souveraineté. Donc que tous ces pays-là comprennent que ce que nous faisons au sein de la Confédération n'est pas un combat
uniquement pour les pays de la Confédération, c'est un combat de tous ceux qui sont méprisés, dominés et maintenus colonisés. C'est leur combat que nous faisons aujourd'hui. C'est le combat contre la misère imposée. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ces deux pays et par extenso à d'autres pays, notamment qui se connaissent et qui savent de qui je parle. D'accord. Monsieur le Président, sachant que ceux qui cherchent à nous déstabiliser, vous l'avez dit, il y a un instant, opèrent aussi bien du Bénin que du Nigeria, comment alors expliquer la différence de traitement entre ces deux pays? Parce que c'est une question que beaucoup de nos concitoyens se posent. Du côté du Nigeria, la frontière elle est ouverte, du côté du Bénin, non pas. Donc comment expliquer vraiment le traitement entre ces deux pays? Voilà. En fait, pour répondre à votre question, c'est que malheureusement, nous avons une certaine classe de Nigériens qui pensent qu'ils connaissent tout, qu'ils ont la solution à tout. Alors qu'ils n'ont la solution à rien, parce que pour chaque décision, il faut des éléments de décision. Même cette intelligence de savoir que pour chaque décision que l'État prend, c'est en confrontant des éléments de décision que l'État prend ses décisions. Ils n'ont pas cette intelligence de se dire que si aujourd'hui l'État nigérien décide de quelque chose, c'est qu'il a tous les éléments d'appréciation, contrairement à moi qui n'utilise que le paraître, le semblant, le superficiel. Un État ne travaille pas avec le superficiel. Un État ne travaille pas avec le paraître. Un État, il travaille avec des facteurs de décision. Des éléments précis. Qui sont des éléments de renseignement qui ont été analysés, confrontés et qui ont permis de prendre la décision. Mais pour répondre à votre question, tous ceux qui disent que de l'autre côté du Nigeria, la frontière est ouverte, mais n'ont qu'à s'approcher du service de la douane route d'Osso. Ils comprendront qu'il n'en est rien. D'accord. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Ils n'ont qu'à s'approcher. Il n'y a aucun traitement. Des différences. Quel intérêt? Si nous maintenons notre frontière fermée, mais il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Récemment, en 2025, vous vous rappelez de l'ambassadeur du Bénin au Niger? Où est-ce qu'il est? Je vous pose la question. Où est-ce qu'il est? Qui était arrivé... Oui, l'ambassadeur du Bénin qui était arrivé au Niger, où est-ce qu'il est? Il est rappelé. Et quelle était sa faute? Sa faute, oui. Il a fait un déplacement à Gaïa où il a appelé les Nigériens et les Béninois à se pardonner. Le même jour, je crois on l'a fait traverser à la natation pour le rappeler. Depuis lors, nous on ne sait pas s'il est vivant ou pas. Il n'a pas pu traverser. En tout cas, il n'est plus revenu. C'est pour vous dire, il faut que les gens évitent d'accuser sans élément d'appréciation. Nous avons gardé la frontière avec le Bénin fermée et la frontière avec le Bénin restera fermée tant que le Bénin ne comprendra pas que le combat que nous faisons, ce n'est pas contre le Bénin que nous le faisons, c'est contre les troupes françaises de déstabilisation qui sont sur le territoire béninois et qui peuvent nous nuire. Certains esprits éclairés disent non, il faut concentrer des hommes, des FDS sur le pont pour contrôler. Mais il faut que les gens parlent de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils maîtrisent. Ça me fait plus de 40 ans de carrière militaire.
Vous croyez que même si je suis le dernier, je ne dirais pas le mot, de la classe, je ne suis pas en mesure, à travers le savoir, juste empirique, de décider à partir d'analyses pertinentes, à plus forte raison que je ne suis pas seul. Il y a des collaborateurs, bien sûr. Et dans tous les domaines d'expertise, que des individus qui, à longueur de journée, sont dans leur fada, pensent que nous sommes les méchants. Non. Il n'y a pas de traitement différencié entre la frontière du Bénin et la frontière du Nigeria. Je l'ai dit par rapport au Nigeria, les points de méfiance que nous avons vis-à-vis du Nigeria ou des autorités du Nigeria par rapport à des actes précis qui ont été posés, que je viens de vous citer, les mêmes reproches que nous faisons au Bénin. C'est tout. Il n'y a pas de traitement différencié. Mais je dis, tant que le Bénin continuera, ou Patrice Talon et ses collaborateurs continueront à jouer le jeu de l'Autriche, nous ne sommes pas prêts à jouer le jeu de l'Autriche. Parce que nous sommes dans le réel. Nous ne sommes pas dans le virtuel. C'est nos hommes qui tombent. C'est nos civils qui tombent. Et c'est nous qui passons des nuits d'insomnie par rapport à ce qui se passe, par rapport au sacrifice de nos hommes, qu'ils soient militaires ou civils. Et c'est ça qu'on voulait éviter au Bénin, et c'est ça qui est malheureusement arrivé au Bénin, où c'est près de 70 militaires qui ont été massacrés. Tout simplement pour mettre en place du matériel au profit des auxiliaires de cette guerre-là. Voilà ce qui se passe. Et voilà la réalité. Et voilà l'objet qui fait que nous sommes considérés comme étant la bête noire, les empêcheurs de tourner en rond. Ça n'a rien à voir avec l'état d'empêcheur de tourner en rond. Nous ne voulons pas justement tourner en rond. C'est pourquoi nous agissons de cette façon. Monsieur le Président, au regard de tout ce que vous avez développé depuis quelques minutes au cours de cet entretien, il s'agit ainsi véritablement d'un acharnement de la France et de ses complices contre le Niger et ses institutions. J'ai alors à ce niveau 3 petites questions. Premièrement, quelles sont les raisons de cet acharnement et de leur volonté irréductible de nous déstabiliser, alors que l'on peut penser, après tout ce qui s'est passé depuis le 26 juillet, qu'ils ont bien compris la leçon et que l'on peut aller de l'avant? Deuxièmement, Monsieur le Président, avons-nous, en ce qui nous concerne le Niger et la Confédération AES en général, une réponse et une stratégie commune pour y faire face? Et enfin, troisièmement, quel doit être dans cette stratégie le rôle de nos populations en termes de mobilisation, de sensibilisation et d'engagement patriotique, sachant par ailleurs que certains de nos compatriotes se plaignent souvent des difficultés dans leurs relations avec les autorités administratives qui ne prennent pas en compte avec la diligence requise les informations qu'ils leur donnent. Exemple fréquent, souvent ils contactent l'administrateur délégué qui demande de contacter le gouverneur ou le préfet et vice-versa. Monsieur le Président. Vous me faites sourire. Quand j'entends les dernières conclusions, je vois un profane qui parle d'un domaine vraiment pour lequel il est totalement profane. L'acharnement de la France, pour reprendre vos mots, et qui sont justes, tire son essence des facteurs culturels, civilisationnels et historiques. Cette même France, rappelez-vous, c'est la même France qui a comme maître tacticien hors pair Napoléon. Le même Napoléon, c'est ça, qui avait dit que
le mot, je n'aime pas l'utiliser, mais l'africain, lui, c'est pas le mot qu'il a utilisé. Le mot, c'est un mot que je ne prononcerai jamais. Il dit, ne connaît pas la liberté. Donc, il faut lui servir toujours le repas de l'asservissement, de l'esclavage, du mépris et de la domination. Ça, c'est encore des mots allégés par rapport à ce qu'il a fait ou il a dit. C'est le même Napoléon, déjà vers 1796, va envoyer des navires pour soumettre Haïti. Nous savons comment ça s'est terminé. Le mépris avec lequel ils ont abordé le peuple haïtien a été honteusement révélé parce que le peuple haïtien avait mis en déroute et capturé plusieurs dizaines de navires français transportant des hommes pourtant aguerris contre des populations de fois désarmées. Mais c'est le patriotisme, la dignité qui avait pris le dessus. Et vous vous rappelez le sacrifice que Haïti a consenti pour racheter, malgré cette victoire militaire, mais pour racheter leur indépendance. Pour ceux qui ne le savent pas, ils n'ont qu'à consulter les documents d'histoire. Après Napoléon, venons plus proche de nous. Vous vous rappelez la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy quand il était à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Le drame de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Ça, c'est aux Africains qu'on dit ça. Et où? À Cheikh Anta Diop. Je dis bien Cheikh Anta Diop. C'est tout un symbole. Hein. L'égyptologue le plus reconnu, qui malgré l'impérialisme, l'imposition, l'omerta impérialiste, a démontré que l'Égypte est une civilisation d'un mot que j'ai dit je ne vais jamais utiliser. C'est ça. C'est l'insulte suprême qu'on puisse faire à un peuple. Se tenir dans un temple comme Cheikh Anta Diop et dire que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Mais qui est l'histoire? Ça reflète l'ignorance tout simplement. Parce que s'il sait ce que c'est l'histoire ou le mot histoire, il ne peut pas le dissocier de l'Afrique. Il y a plus de 5000 ans, au moment où leur arrière-ancêtre venait en Égypte apprendre les sciences, l'astronomie et toutes les autres sciences. Cette même Égypte, civilisation qui a laissé des traces aujourd'hui à travers les pyramides, et que ces forces néocolonialistes ont cherché à camoufler le lien historique entre ces architectures monumentales aux civilisations africaines. C'est dans ce même temple que Sarkozy va dire que l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Plus proche de nous encore, il faut suivre Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit?
Ça, c'était au Burkina? Même pas au Burkina, avec ça, je considère ça comme un incident mineur. D'accord. Parce que si Marc Kaboré ne l'avait pas reçu, avec tous les égards, il n'aurait pas pu dire à Marc que c'est lui l'électricien en s'adressant devant des étudiants burkinabés et qui ont malheureusement applaudi. Pour vous dire de ce qui se passe en Afrique. Je parlerai plutôt d'un autre qui est d'actualité, Emmanuel Macron. Quand il était parti, toujours à Bruxelles, par rapport à la demande de conciliation, où il avait dit « Ne vous mêlez pas de ce qui se passe entre la colonie nigérienne et la France. Le Niger nous appartient. Nous sommes seuls à décider de la solution. » C'est pourquoi je dis c'est civilisationnel. C'est culturel. Encore en 2023, décembre, un autre brillant Français a dit, je cite, « C'est le petit stupide. » J'ai dit, je répète, c'est le petit stupide d'Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Petit stupide, Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux aux Africains. Si jamais nous perdons ces colonies, nos fils, nos petits-fils iront en Afrique chercher leur subsistance. La migration va changer de direction. D'accord. L'Union européenne, à côté de la France, doit faire en sorte que cette vision africaine échoue. C'est ce qu'il dit. Et elle va plus loin. Cette vision, nouvelle vision des Africains de l'AES doit échouer. Le Niger, le Mali, le Burkina, s'ils réussissent, d'autres suivront. Il faut que Emmanuel Macron parte, ça je suis d'accord avec lui, même si c'est avec regret. Il faut que Emmanuel Macron parte où la France en souffrira. L'Afrique n'a pas d'histoire. La même chose que Sarkozy avait annoncé. Tout à fait. L'Afrique n'a pas d'histoire et en conséquence, ça c'est sa conclusion, l'Afrique ne peut pas dominer le monde. Mais l'Afrique n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour dominer le monde, puisqu'elle l'a déjà dominé à un certain moment où ce monde duquel il se réclame n'avait aucune existence humaine ou organisationnelle. Je ferme la parenthèse. Et c'est pourquoi je dis tout ce qui se passe, cet acharnement pour la France et le fait que nos pays ne méritent aucun égard. Nos pays doivent rester les colonies qu'on exploite à volonté. Et c'est ce qui me ramène vers nos ressources naturelles qui sont un autre point. En plus du mépris affiché, il y a ces ressources naturelles qui sont la base de l'acharnement français. Parce que les Français l'ont compris avant le Nigérien, à commencer par l'uranium, exploité depuis plus de 50 ans, depuis 68. L'uranium a fait la prospérité de la France.
Les Français l'ont compris. Mais l'uranium a fait la misère et la mort des Nigériens. Ouais. Ça, malheureusement, les Nigériens ne l'ont pas compris. Toutes nos ressources, qu'elles soient sur le territoire national nigérien, qu'elles soient dans le sous-sol burkinabé ou malien, sont l'objet de cet acharnement en deuxième point que l'on observe non seulement de la part de la France, mais également de toutes ces puissances occidentales qui forment bloc derrière la France, malgré vraiment cette évidence qui est là, que ce qui se passe n'a rien à voir avec l'humain, ça n'a rien à voir avec la volonté de la France à défendre le droit ou la démocratie, d'ailleurs qui sont des données à géométrie variable qui évoluent en fonction du contexte et des intérêts de ces puissances. Donc, c'est ce qui fait que la France s'acharne contre nous. Et troisième explication, c'est la Confédération. Dans cette organisation que nous avons créée, trois piliers ont été retenus comme étant des piliers impérativement communs à nos trois États. La défense, la diplomatie et le développement. La défense, nous avons abordé la force unifiée. Avant même que cette force unifiée soit créée, je l'ai expliqué que nous menions des opérations soit avec le Burkina ou avec le Mali, et le Mali également avec le Burkina. Mais sur le plan de la diplomatie, nous avons décidé que tout ce que nous allons faire et toute décision que nous allons prendre doit faire l'objet d'une concertation entre nos trois États, entre les États de l'espace confédéral. Le développement qui est le troisième pilier, vous l'avez suivi récemment avec la création de la Banque d'investissement et de développement, donc la Banque confédérale d'investissement et de développement. Cette banque, dont le capital est estimé à plus de 300 milliards, sera constituée par les efforts propres, endogènes des États de la Confédération. Donc, c'est pour vous dire que, et sur le plan défense, sécurité, et sur le plan diplomatie, et sur le plan développement, les États de la Confédération s'activent et c'est une réalité. Nous ne sommes pas restés dans la théorie stérile. Car comme le dit un sage, la théorie sans pratique est stérile, la pratique sans théorie est aveugle. Nous ne voulons être ni l'un ni l'autre. Au sein de la Confédération, nous agençons les deux pour atteindre nos objectifs. Et c'est ce que nous faisons effectivement au sein de cette Confédération pour répondre à votre question. D'accord. La troisième, je rappelle, M. quel doit être dans cette stratégie le rôle de nos populations en termes de mobilisation, de sensibilisation et d'engagement patriotique, sachant par ailleurs que certains de nos compatriotes, ils se plaignent souvent de difficultés dans leurs relations avec les autorités administratives qui ne prennent pas en compte la diligence requise, les informations qu'ils leur donnent. Exemple fréquent, ils contactent l'administrateur délégué qui demande de contacter le gouverneur ou le préfet et vice-versa. Je crois que le terme le plus approprié, bon, au moment où vous préparez ces questions, certainement, il n'y avait pas ces données que je viens de révéler.
les compatriotes, justement, qui se plaignent, Oui. mais moi que je dirais, qui désormais se plaignaient, ont suivi ce que moi je dis. D'accord. La mobilisation de l'Union européenne derrière la France, et quand je dis mobilisation, elle est totale. Elle est financière, elle est diplomatique, elle est économique, elle est militaire. Avec le soutien, je l'ai dit, d'une puissance autant de Joe Biden, qui accompagnait aveuglément les décisions françaises tout simplement parce que le Niger devait rester une colonie et que les richesses du sous-sol ou du sol nigérien sont françaises. Si les gens savaient toute cette mobilisation qui avait eu pour conséquence de créer dans un premier temps, à travers le rappel historique que j'ai fait, des mouvements de déstabilisation jusqu'au Sahel, où ces puissances ont mobilisé ce qu'on appelle, je n'aime même pas utiliser ces noms, puisque ça n'a rien d'État islamique au Sahel. L'islam, ce n'est pas au Niger qu'on apprend l'islam. Nous avons connu l'islam au 6e califat, 666, au Niger. Au moment où beaucoup d'autres pays ne savaient pas ce que c'est l'islam. D'autres pays arabes. C'est ça. Je parle de 44 ans après l'Hégire, à travers Bousr Ben Abi Arta, dans les oasis du Kawa. Nous avons connu l'islam en 666. C'était le 6e califat. Aujourd'hui, près de 1400 ans que le Niger a été en contact de l'islam. 1400. Nous sommes à l'an 1446 de l'islam. C'est ça. Donc, ça n'a rien d'islamique, ce qui se passe. C'est un crime organisé. Oui. Un crime organisé par les puissances occidentales que nous connaissons. La France soutient le JINIM, ce qu'ils appellent le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Quels musulmans on soutient? Le Niger est à 95% musulmans. C'est massacrer les Nigériens qui est un soutien à l'islam. Le Mali, autant. Le Burkina, autant. C'est en massacrant des Nigériens, des Burkinabés et des Maliens qu'on soutient l'islam et les musulmans. L'islam que nous connaissons depuis 1400 ans. Il y a ce groupe-là qui est actuellement et qui a comme leader Yad Agali, que tout le monde connaît. Yad Agali, c'est la France. Et celui qui est chargé de la propagation, ce qu'ils appellent islamique, propagation islamique, un certain Abu Hamza el-Shingieti ou quelque chose comme ça. Shingieti, c'est extérieur à notre espace. Bien sûr. Pour vous dire. Donc, ça n'a rien de musulman. Parce que c'est des musulmans qui sont tués chaque jour. Rappelez-vous de Fambita. 44 fidèles, un mois de mars, un mois de carême, exécutés par des gens manipulés. Manipulés pour des raisons de cupidité, des raisons d'ignorance, mais malheureusement face à des puissances qui manipulent même des États, à plus forte raison des regroupements d'individus qu'on peut facilement induire en erreur en leur montrant que voilà la cause que vous défendez. D'accord. La France soutient ce groupe-là. Les États-Unis sont avec ce qu'ils appellent l'État islamique au Grand Sahara. L'IGS, c'est l'État islamique. Oui. Donc, je vous ai dit, la Daoula centrale est en Syrie, à un certain moment en Irak.
Mais c'est les mêmes événements qui se reproduisent ici. D'accord. Pour que les gens comprennent les enjeux de ce qui se passe actuellement, il faut qu'on évite de nous faire croire ce qui n'est pas ça. D'accord. Et il faut qu'on évite de croire facilement quand la version vient de la France et de rejeter systématiquement ce qui vient de nos autorités, parce que les autorités, bien sûr, mais ça, je l'ai dit, c'est pas tous les peuples de la Confédération, sinon je ne serais pas assis ici en train de vous parler. Bien sûr. Puisque c'est la mobilisation populaire au Niger qui nous a permis de tenir jusqu'à date. Oui, tout à fait. Mais bien sûr, parmi les Nigériens, il y a des gens qui sont manipulés. Et je vous l'ai dit, à travers cette cellule Sahel de l'Élysée, qui fait ce travail d'intoxication à travers l'OIM, la DGSE française et la direction géopolitique du ministère français des Affaires étrangères. Toutes ces communications, tous ces tweets qui inondent, où vous voyez vers Mangaise 135 gardes nationaux ont disparu. Leur chef qui est parti pour chercher à savoir ce qui se passe a été abattu. Et vous avez des radios ou télévisions nigériennes qui mettent ces absurdités, qui reprennent ces absurdités, qui partagent ces absurdités. 500 FDS nigériens ont été massacrés le 24 juillet vers Eza. Eza, c'est là-bas, entre les deux opérations, Chara et Al-Mahou. 235 ont été tués par là. Le dernier cas, Eknaon, on dit que c'est plus de 60 qui ont été massacrés. Nous enregistrons des pertes. C'est ça. Mais nous savons que c'est le sacrifice à consentir pour nous libérer. D'accord. Il faut que les peuples de la Confédération comprennent que aucune puissance au monde ne viendra pour faire la guerre à leur place. D'accord. Les autres se sont sacrifiés pour leur pays. Bien sûr. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Il ne faut pas que nous donnons raison à ces gens qui pensent que nous sommes des moins que rien. Nous sommes incapables de dignité parce que nous n'avons pas d'histoire. Il faut que nous comprenions cela pour que, à l'image de la mobilisation qui a toujours eu cours au sein de notre espace confédéral, cette mobilisation soit maintenue parce que la cause est noble. Il y va de notre survie. On n'a pas le choix, il n'y a pas deux options. Il y a une seule option, c'est la victoire pour les États de la Confédération. En dehors de la victoire, toute autre attitude n'est que baliverne et commentaire. Nous n'avons pas le temps de nous attarder sur les commentaires et les balivernes. D'accord. Voilà ce que je dis. Le peuple est debout, le peuple doit rester debout parce que la cause, elle est civilisationnelle. C'est pas du superficiel. D'accord. Par rapport à la remontée des informations, où souvent, Monsieur le Président, les gens se posent des questions. Les gens, c'est ce que j'ai dit. Les gens se posent des questions parce que c'est des profanes. C'est ce que j'ai dit quand j'ai écouté ce que vous dites. Ok. L'engagement militaire répond du moins à des critères, pour parler de façon peut-être plus compréhensible, à des critères. D'accord. Le militaire, il apprend. En plus de ce qu'il apprend, confronté à la réalité, il retient des leçons. Nous avons vu des zones où les terroristes ont mis le feu
à la brousse. Les forces de défense et de sécurité ont été appelées pour éteindre un incendie ou un feu de brousse. Ils sont tombés dans ce qu'on appelle communément une embuscade. Tout à fait. On a vu une ou deux motos venir apparaître devant les forces de défense et de sécurité. Mais ces une ou deux motos ne sont pas les seuls qui sont prévus dans cette mission de ces gens-là. C'est juste la partie visible de l'iceberg. D'autres centaines de motos sont tapis quelque part. Tout à fait. Nous avons eu malheureusement des morts dans la région de Sanam. Parce que 2 motos ont apparu devant nos hommes qui les ont suivis avec 4 véhicules. Ils étaient partis pour trouver à 40 km plus loin, plus de 200 motos les attendaient. Le militaire, c'est quelqu'un qui réfléchit. Nous pouvons comprendre ces gens qui disent que les militaires n'interviennent pas au quart de tour. Parce que quelqu'un qui est menacé, quelqu'un qui voit son frère exécuté, son fils exécuté, sa femme, ses enfants pris en otage et conduits vers d'autres horizons où peut-être il ne les reverra plus. Effectivement, même si c'est 1 heure de temps après que les FDS interviennent, il va trouver ce temps très long. D'accord. Mais il faut que les Nigériens comprennent que les enjeux qui sont en cours dépassent tout ce qu'ils peuvent imaginer. Il faut que les Nigériens comprennent qu'ils n'ont pas d'autre alternative que de soutenir, vaille que vaille, leurs forces de défense et de sécurité qui meurent chaque jour pour les protéger. D'accord. Qui sont, malgré l'étendue du territoire, parce que nous sommes quand même l'un des rares pays où 360 degrés, on ne peut s'adosser sur personne. Nous sommes obligés de compter sur nos propres ressources et sur nos propres forces de défense et de sécurité. En dehors du Mali et du Burkina, où, comme je l'ai dit, nous agissons dans le cadre de la force unifiée. D'accord. Donc, il faut que les gens se rappellent de ça et qu'ils soient plutôt des défenseurs de leurs forces de défense et de sécurité plutôt que de passer leur temps à charger les forces de défense et de sécurité qui n'interviennent pas suffisamment. D'accord. Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons évoquer principalement 2 sujets d'actualité. La première question a trait à l'exploitation du pétrole nigérien. Monsieur le Président, après les difficultés sur ce sujet avec le Bénin, y aurait-il d'autres difficultés avec nos partenaires chinois? L'on se pose cette question quand on sait que nous avons connu une pénurie d'essence au mois de mars dernier et que plusieurs responsables de la chaîne d'exploitation du pétrole ont été sommés par le gouvernement de quitter le territoire national. Qu'en est-il, Monsieur le Président? Je crois que le ministre de la Justice, le ministre du Pétrole et la ministre de l'Artisanat et du Tourisme à son temps ont fait un point de presse. Mais il est également important que nous disions quelques mots par rapport à cette situation. D'accord. Le Niger est le pays qui a tiré les leçons de la spoliation de ses ressources plus que tout autre pays au monde. La France a passé plus de 50 ans, j'ai dit depuis 1968, qu'elle est dans le domaine de l'uranium au Niger. Si vous partez à Arlit, la seule voie goudronnée a été réalisée sur budget national par le défunt président Tandja Mamadou, Allah lui accorde sa rahma. L'aérodrome d'Arlit
est toujours en terre battue. Et quand j'avais demandé une fois pourquoi, la réponse qui m'a été apportée, c'est que si on faisait ça en asphalte, donc ce qu'on appelle communément goudron, ça va se fissurer. En terre battue, ça ne se fissure pas. En goudron, ça se fissure. Ouais. Dans les pays où nous avons les tremblements de terre, des volcans, les aéroports ne sont pas en terre battue, ils sont en goudron. C'est pour vous dire encore une fois de plus le mépris culturel, civilisationnel que ces Français ont pour les Nigériens. Nous avons tiré les leçons de la fermeture de la Cominac. Aujourd'hui, Orano s'est retiré des travaux de réhabilitation du site de la Cominac, où ils ont passé plus de 50 ans à s'enrichir sur le dos des Nigériens. Et ils laissent cette tâche-là aux Nigériens. Puisque ce n'est pas des Français qui meurent, c'est des Nigériens qui meurent. Ce n'est pas les nappes phréatiques françaises qui sont polluées, c'est les nappes phréatiques nigériennes. Par rapport à ça, en toute responsabilité, nous avons commandé un audit de l'exploitation du pétrole au Niger. Pour ce qui est de l'uranium, tout ce qui s'est passé, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Les premières conclusions ont montré des manquements importants dans l'exploitation du pétrole. Exploitation également qui a abouti, il faut le rappeler. Et le rappeler toujours grâce au président Tandja Mamadou, Allah lui accorde sa rahma. Au moment où on riait de lui, on se moquait de lui, ces mêmes personnes-là, de Taïwan ou les Kao, ce sont ces mêmes personnes qui ont dit qu'il n'y a que de l'eau dans le sous-sol nigérien. Il n'y a pas de pétrole. Et que Tandja serait un illuminé qui pense que les Chinois peuvent venir lui extraire du pétrole. La suite, tout le monde la connaît. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. L'un de l'autre, nous avons fait conduire un audit dans tous les domaines, que ce soit au sein de la SORAS, au sein de CNPC, NP, au sein de WAPCO. C'est ça. Ce que nous avons découvert ne nous permet pas de nous taire et de continuer à spolier le peuple nigérien comme il l'a été avec l'uranium. Nous avons relevé les premiers points de divergence avec lesquels nous avons approché nos partenaires chinois de SORAS, CNPC-NP et WAPCO à travers leur DG pour leur montrer les griefs que nous avons par rapport à l'exploitation de notre pétrole qui a cours jusqu'à date et que nous devons impérativement changer pour éviter que l'histoire se répète. Ils ont pris note, ils ont demandé qu'il y ait un écrit avec le relevé de ces griefs-là, ce qui a été fait à travers le ministère du pétrole. Il était
convenu de se réunir souvent. Qui ont connu des moments de turbulence avec ces mêmes régimes que ces DG de la CNPC ou de Soraz ou de WAPCO protègent. Parce qu'il y a des intérêts mafieux communs. Jeux auxquels on n'est pas prêt, nous, à jouer. Parce que nous avons juré pour dire que entre nous et le peuple, Allah est le témoin, et celui qui trahira l'autre, Allah lui rende justice. Les croyants croiront et sauront que tout ce que nous ferons, c'est l'intérêt de notre pays que nous mettons en avant. Jamais notre intérêt. Je regrette de voir dans les écrits, même si je sais d'où ça vient, que voilà, les gens ont des marchés de plusieurs milliards, mais le trésor est là. Le trésor nigérien a le luxe de payer plusieurs milliards de commandes publiques. Mais un peu de bon sens. Le trésor qui, pour pouvoir payer les soldes de 179 000 fonctionnaires, c'est ce même trésor-là qui va se donner le luxe de payer des commandes d'un ministère à plusieurs milliards. Où est-ce qu'il a ces milliards-là? Ils n'ont qu'à aller voir la directrice générale du Trésor et de la comptabilité publique. Elle doit être actuellement sous observation. Parce que c'est la fin du mois. Ah oui. Ouais. Donc, nous avions dit que nous ne sommes pas prêts à jouer ce jeu de corruption. Ce que nous ferons, c'est dans l'intérêt supérieur de nos populations que nous avons juré devant Allah de ne jamais trahir et que nous ne trahirons jamais, Inch'Allah. Je vais vous donner quelques points de divergence. Par rapport au salaire, quelle est la justification que ces gens-là donnent? Que les travailleurs expatriés ont un niveau de vie élevé dans leur pays et que leur salaire ne peut pas être comparé à celui des Nigériens. La même citation que les Français, dernièrement avec ceux qu'on a nationalisé, la Nigérienne des eaux. Des eaux, tout à fait. Où un expatrié français a dans les 20 millions de salaire de francs CFA, avec 500 millions de compléments salariales à la fin de chaque année pour les 3 expatriés qui étaient à la Société nationale des eaux à l'époque. À l'époque, c'est ça. C'est ce même comportement que ces DG ont voulu reprendre au Niger. Ouais. Je vais vous donner quelques points d'indication. Le DG des CNPC, nigérien, DG adjoint. Le DG adjoint qui est nigérien, le DG est chinois. C'est ça. Le salaire du DG adjoint nigérien est inférieur à l'UTS de l'assistante du DG chinois, parce qu'elle est chinoise. J'ai dit bien inférieur à la retenue. Oui, tout à fait. Impôt sur le salaire de l'assistante. Et c'est le DGA nigérien qui a ce salaire-là. Imaginez les autres. La DGA WAPCO qui est nigérienne, son salaire est de 21 900 000 inférieur au salaire de son DG chinois. Tous vivent sur notre territoire. Donc s'il y a un train de vie, il est uniforme pour tous les employés de Soraz, de CNPC ou de WAPCO. Puisqu'ils travaillent dans le même
environnement avec les mêmes cherté de vie, si c'est cherté de vie, ou facilité de vie, si c'est des facilités de vie. Mais comment est-ce qu'on peut nous opposer l'argument parce que les autres sont des expatriés, ils peuvent avoir des écarts de ce niveau. Et quand je parle de DGA. Ouais. Et les simples agents, simples manœuvres, quel est leur salaire? Nous avons dit que non, nous ne pouvons pas. Après les salaires, ils ont, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé à travers la signature de ces accords-là, même s'il y a des dispositions d'ouverture. Le pipeline qui quitte Koulélé jusqu'à Sémé, les 1950 km, c'est le Niger qui garantit ce pipeline. Ouais. C'est sur le pétrole brut du Niger que ce pipeline est garanti. Contre toute logique, contre tout bon sens, le Niger n'a pas construit ce pipeline-là. Il y a une société chinoise choisie par l'entreprise chinoise qui a construit le pipeline. C'est à elle de garantir le pipeline. Ouais. Ce n'est pas sur le pétrole brut du Niger qu'on doit garantir ce pipeline-là, où c'est un contrat entre deux privés. Pourquoi l'État du Niger va garantir? Et pour ça, c'est des centaines de milliards qui sont programmés pour que le Niger paye ces montants à travers le pétrole brut. Il y a beaucoup d'autres points de divergence que rationnellement et compte tenu de l'expérience que nous avons eue, nous ne voulons plus que ça continue dans ce sens. Et ça, nous l'avons dit, quand il fallait revenir pour la troisième rencontre, les 3 DG chinois ont refusé d'assister. J'ai dit bien, ont refusé d'assister. Ils ont envoyé des représentants qui eux-mêmes, au cours de la réunion, ont été rappelés par ces DG pour qu'ils quittent la réunion. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Les gens n'ont rien retenu de ce qui s'est passé entre la France et nous. Mais ce qui est plus dramatique, c'est que l'ambassadeur de Chine était informé au jour le jour de cette situation. L'ambassadeur de Chine que nous considérons comme étant le représentant de l'État chinois au Niger, qui doit servir de courroie pour que dans chaque situation, qu'une solution rationnelle soit trouvée conformément à leur slogan gagnant-gagnant. Ah oui. Mais ce n'est pas ce à quoi nous avons assisté. Il y a beaucoup d'autres points que je ne m'étalerai pas ici à dire, qui ont caractérisé cette tension qui s'est fait remarquer pendant un certain moment, qui a jusqu'à conduire le Niger à demander le départ de ces 3 DG et leur remplacement par la Chine. Mieux, ils disent que soit c'est les 3 DG là qui reviennent ou personne d'autre. Ah oui. C'est pour vous dire ce qui se passe. Et ça, l'ambassadeur est au courant, comme il est au courant de beaucoup d'autres choses que nous lui avons personnellement dit de vive voix, soit à travers un ministre d'État ou bien à travers ma propre personne. D'accord. Donc, c'est ce qui fait que nous ne sommes plus disposés à donner la joue gauche, parce que Orano nous a giflé sur la joue droite. Nous ne sommes plus disposés à donner la joue gauche à quelque partenaire que ce soit. Que tous ceux qui veulent venir au Niger investir, qu'ils viennent investir parce qu'il y a
des intérêts à investir au Niger. Nous savons que la France est en train de tout faire pour dissuader les investisseurs. Et ça, je ferai également une petite extrapolation pour vous dire que les Français sont partis jusqu'à concevoir des prises d'otages des ressortissants occidentaux et autres sur le territoire nigérien pour dissuader dans un premier temps des investisseurs à venir, dans un deuxième temps, comme ils l'ont dit, contraindre l'Union européenne à rester avec eux pour revenir au Niger. C'est ça. Ce que je dis est vérifiable. Celui qu'ils ont utilisé pour cette sale besogne s'appelle Boubacar Daboungel. Celui qui a utilisé 3 bandits, certainement c'est des surnoms, ce n'est pas leur vrai nom. Il y a Momo, il y a Ibrahim, il y a Omar. C'est eux qui ont d'abord en Algérie enlevé un Espagnol vers Tamanrasset. C'est eux qui ont enlevé une première Autrichienne, à Agadez. Ensuite, ils ont enlevé une Suissesse à Agadez toujours. C'est le même Aboubacar Daboungel. Et c'est une planification des Français, des éléments sont là et ils veulent toujours être les pyromanes qui reviendra jouer aux sapeurs-pompiers. C'est pour vous dire la perversion de la politique française qui a cours, qui couvre dans le lit du lac Tchad, je ne l'ai pas dit, des abus sur nos compatriotes et les compatriotes nigérianes, tchadiennes certainement, camerounaises, où ils ont transformé le lac Tchad en un camp de proxénétisme ouvert. Les différents chefs terroristes. Abou Oumaima, il a 4 épouses. Mais en plus de ces 4 épouses, il a plus d'une 50aine d'esclaves sexuels qu'ils appellent les Kouyangu. Kouyangu, K-O-U, Yangu, Y-A-N-G-O-U. Pour ceux qui écrivent en français, et pour ceux qui écrivent en anglais, c'est de supprimer les O. Ils auront le nom Kouyangu. Il a plus de 50. C'est la même de l'autre Habib, lui également, en plus de ses épouses officielles, il a des Kouyangu. Bakoura, il a 50 conteneurs à lui seul que les Français lui ont acheminés pour servir d'habitat à ces Kouyangu. Ce sont des jeunes fillettes de 10 ans, 11 ans ou plus qui sont kidnappées et qui sont exploitées non seulement par ces terroristes et leurs chefs, mais également par les forces françaises qui sont dans le lit du lac Tchad. Ils sont dans le lit du lac Tchad à travers leurs instructeurs. Actuellement, c'est une dame, certainement ce n'est pas son vrai nom, elle se fait appeler Sarah, mais nous savons que ce n'est pas son vrai nom. C'est elle qui forme les femmes dans ce qu'ils appellent les Nguemas, ceux qui sont formés pour aller commettre des attentats suicides. Ça, c'est la France, le pays de liberté et de la démocratie qui couvre des actes comme ça. Et face à une Européenne, Union européenne, rester aveugle. C'est des situations comme ça que nous ne voulons plus vivre. Cette même France qui a transporté des terroristes dans le nord de notre pays, ils croient qu'on ne le sait pas. Mais de l'autre côté de la frontière, c'est une position que les Français ont fait occuper par les terroristes de Abou Oumaima à compter du 25 janvier. Ils sont partis par vague. Le 25 janvier, c'est 150 qui sont partis sous le commandement de 7, ce qu'ils appellent
caïds, c'est-à-dire les commandants des opérations. Sept caïds ont conduit une compagnie à 150 hommes. Ils se sont installés, suivis en février d'un deuxième groupe constitué d'une cinquantaine de Nguemas. Les Nguemas, ce sont ceux qui commettent les attentats suicides. Et pour quel objectif? Le site pétrolier nigérien, auquel ils ont promis aux terroristes, quand ils vont occuper les champs pétroliers nigériens, et là nous l'avons dit également à l'ambassadeur chinois, quand ils vont occuper les champs pétroliers nigériens, ils vont partager les revenus avec ces forces néocoloniales qui ne sont plus des forces djihadistes ni terroristes. Le terrorisme, ils l'utilisent comme mode opératoire. Mais ce n'est pas une appellation. C'est ça. Donc ces forces composées d'auxiliaires tirailleurs néocoloniaux sont positionnés là-bas pour conquérir dans un deuxième temps le champ pétrolier nigérien. Nous l'avons dit à l'ambassadeur, nous avons dit mieux à l'ambassadeur quand ils se sont engagés dans des négociations en septembre, octobre avec Salah, Mahmoud Salah, qui a été pris le 22 février par les forces armées libyennes. Libyennes, c'est ça. Les Chinois étaient partis le voir pour lui proposer 10 millions suite à l'attaque exécutée par Moussa Kounami le 21 juin dans la zone de Tasker. Donc ils sont partis le voir pour lui dire: nous vous proposons 10 millions de dollars pour que vous ne vous attaquiez plus à nos infrastructures. Ces 10 millions de dollars devaient transiter à Paris par l'intermédiaire d'une dame qui est docteur Mena, je ne la connais pas. D'accord. Elle se connaît, peut-être les Nigériens aussi la reconnaissent ou la reconnaîtront. Docteur Mena qui va servir de point focal en liaison avec les Nigériens qui sont en fuite et réfugiés entretenus par l'État du Nigeria. Mahmoud Salah fera le mouvement. Nous savons où il a passé, où il a obtenu des passeports, et il devait se rendre au Nigeria, à Abuja ou à Sokoto pour récupérer ce transfert-là, certainement en ayant laissé des commissions aux intermédiaires. Bien sûr. Nous avons appelé l'ambassadeur et j'ai dit au ministre d'État, ministre de la Défense, de l'appeler pour lui dire que nous sommes au courant et que si notre coopération doit continuer, il faut qu'il s'assure que ces virements-là ne soient pas faits. Ils l'ont suspendu, mais c'est suspendu, je l'ai dit, suspendu. Et je dirais pourquoi. Le 1er mars, il y a eu un autre contact qui a été pris. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Chinois qui a été enlevé par le même groupe de Salah et autres, Moussa Kounami. C'est ça. Nous avons suivi les Français qui étaient en train de planifier cette opération. Nous avons là également appelé l'ambassadeur de la Chine pour lui notifier. Voilà l'intention des Français. Faire feu de tout bois pour prendre le contrôle du champ pétrolier d'Agadem. Ils ont envoyé à travers les Moussa Kounami, le Mahmoud Salah, des éléments pour kidnapper des expatriés chinois et réclamer de l'argent. Nous l'avons informé. Je l'ai mieux orienté vers la DG2SE pour lui faire un mémo qu'il doit transmettre à ses compatriotes qui sont sur le champ pétrolier. Qu'aucun Chinois ne bouge sans escorte. Qu'aucun Chinois ne bouge sans escorte. Il a pris note, on lui a remis le mémo, il est parti. Moins d'une semaine après, on apprend un Chinois s'est levé avec un véhicule de garde pour sortir en mission. Et pire,
L'itinéraire qu'il a suivi, personne n'est au courant de cet itinéraire-là. Pour faire simple, la route qu'il a suivie, personne n'est au courant de cette route-là. Il s'appelle Zhao Wendong. Ils sont partis en cours de route, comme par magie, ils ont été interceptés. Nos 2 gardes qui l'accompagnaient ont été abattus. Abattus, carrément. Lui, il a été enlevé. Pour vous dire, le 1er mars, ils se sont déplacés, les Chinois, pour aller à l'intérieur d'un pays voisin, négocier avec ces mêmes bandits qui ont enlevé le Chinois pour leur proposer 15 millions de dollars et 150 véhicules 4x4 de type Toyota. Quand nous avions appris ça, là également, nous avons convoqué l'ambassadeur pour lui dire cette façon de faire n'est pas de nature à reconforter l'État nigérien à avoir confiance. Ils ont fait semblant de suspendre, mais nous avons appris le 22 de ce mois de mai que le Chinois a été libéré sans que personne ne sache. Il a été tranquillement amené vers Dibela, il paraît, et déposé avec une réserve alimentaire. Le Chinois qui devait aller le récupérer a tout simplement dit aux gardes qui assurent toujours leur sécurité: nous allons dans tel secteur chercher quelque chose. Il ne leur a pas dit la mission. Pour vous dire comment les gens travaillent, nous c'est la conviction qu'on a de mèche avec ces bandits. Imaginez que le dispositif d'accompagnement soit un dispositif léger et que des gens qui sont de toutes les façons sans parole de l'autre côté tendent une embuscade à nos gens. C'est encore d'autres expatriés enlevés qu'on va déplorer. Et on va indexer le Niger, les FDS nigériennes d'incapacité. Parce que c'est ce qu'il faut faire comprendre au monde. C'est ça l'intoxication. Donc ils sont partis, ils l'ont récupéré. Ils l'ont récupéré. Ils n'ont pas informé les autorités nigériennes. Rien. Ils l'ont rapatrié ici à Niamey. Et je crois que le 22, il a pris un vol et il est parti. En Chine. Alors que dans de telles circonstances, le minimum, c'est que le pays soit associé. Parce que nous avons des questions. Bien sûr. Nous avons des doutes à lever. Mais le fait d'agir de cette façon clandestine reconforte nos doutes. D'accord. Voilà le jeu trouble auquel l'ambassadeur s'est livré. On nous accuse d'être des bagarreurs. Nous ne sommes pas des bagarreurs. Aucun pays ne veut se voir méprisé et sous-estimé. Aucun pays conscient. À plus forte raison, les autorités d'un pays conscient qui a fait le serment que Dieu serve, soit le témoin entre lui et le peuple s'il trahit les intérêts du peuple. D'accord. Monsieur le Président, c'est la deuxième question d'actualité. La saison des pluies s'annonce au Niger. Quelles leçons avons-nous tirées de ce qui s'est passé l'année dernière et quel message avez-vous à l'endroit de nos populations? Effectivement, la saison de pluie pointe à l'horizon. Elle a déjà commencé à s'installer. Il y a des zones qui ont sémé. Les leçons, elles sont de deux ordres. Sécuritaire et humanitaire. Sécuritaire par rapport à notre devoir, à notre responsabilité de protéger les Nigériens pour qu'ils vaquent à leur occupation champêtre ou à leur activité pastorale quand le moment sera venu.
Humanitaire, puisque nous avons vu la saison passée, nous avons enregistré une pluviométrie jamais égalée. Nous avons perdu plus de 300 compatriotes. Oui. Que nous avons pris l'engagement d'assister et que nous avons assisté sur ressources propres à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Nous n'avons jamais demandé l'aide internationale. Nous n'avons jamais demandé ou déclaré l'état de catastrophe au Niger. Parce que nous savons que si nous nous organisons mieux, nous pouvons porter une réponse adaptée à toute situation sur notre territoire. Les populations nigériennes sont assez vaillantes, sont assez résilientes pour faire face à toute situation et c'est ce que nous voyons. N'empêche, toujours dans le cadre de ce deuxième point, nous avons pris des mesures qui consistent, puisque la plupart des décès sont dus aux effondrements des maisons qui sont faites en argile. Oui, tout à fait. Nous avons décidé, à travers les structures sectorielles, de revoir les façons de construire au Niger et les matériaux de construction à utiliser. Et c'est dans ce sens, le ministère du Commerce, le ministère de l'Habitat ont pris contact avec les deux compagnies pour l'instant qui produisent du ciment pour qu'on essaie de voir qu'est-ce que l'État peut abandonner comme taxes et impôts pour permettre à ces compagnies de cimenterie de produire du ciment à un prix qui permettra aux Nigériens, au lieu de recycler l'argile, qu'ils utilisent le ciment. Donc, les constructions, même si elles sont inondées, nous sommes un pays de soleil. Dès que le soleil revient, l'eau se retire. Ce sont vos effets qui seront mouillés. Vous séchez, ça va sécher les 30 minutes qui suivent. Donc, il faut changer de matériaux de construction et c'est ça où nous avons ramené le prix de la tonne, vous l'avez suivi, en fonction des régions, puisque justement il fallait inclure le transport pour les transporteurs. Et c'est ça qui avait cours et c'est ça que certains Nigériens ont dit que c'est pas normal, c'est du populisme, on ne devait pas diminuer le prix du ciment. C'est des Nigériens qui se sont élevés pour dire des absurdités comme ça, que c'est du populisme. Ils ne voyaient pas le populisme quand les maisons s'effondraient sur des compatriotes. 300 morts enregistrés, soit par effondrement ou par noyade. Noyade parce que les gens ont voulu traverser des coris en crue. Et malheureusement, souvent c'est des véhicules, des camions entiers que ça a emporté avec des bilans très lourds. C'est ce qui s'est passé dans la région de Tawa où il y avait eu une soixantaine de morts qui ont été emportés par les eaux de ruissellement d'un cori. Donc ce sont ces mesures-là que nous avons prises pour faire face à la saison et que nous devons renforcer pour faire face à cette saison qui, selon la météo, sera encore plus abondante, Inch'Allah. Mais il faut que nous prenions toujours le côté du verre à moitié plein que du verre à moitié vide, parce que la pluviométrie, c'est une rahama de Allah subhanahu wa ta'ala et ça devait être exploité dans ce sens. Les comportements à risque, nous devons les bannir et c'est ce que l'État cherche à faire ou fait pour effectivement éliminer ces comportements à risque. Et c'est ça que nous faisons pour cette campagne qui vient de démarrer et que nous souhaitons en tout cas une campagne meilleure à celle
de l'année passée, même si nous continuons quand même à jouir des produits de la campagne passée. Passé, tout à fait. Les Nigériens se sont tués. Ouais. Le sac de riz est à 11 000. Oui. Personne ne parle. Il n'y a que dans les prières où on rend grâce à Allah de nous avoir accordé cette rahman. Ouais. Le sac de 1000 est à 27 000. Le 1000 tardif. Le 1000 hâtif est à 28 000. Ouais. Le sac de sorgho est à 28 000. Le sac de maïs est à 27 000. Personne n'en parle. Ouais. Alors qu'à pareil moment, c'était 2 fois. Oui, bien sûr. On a connu des années où c'était 2 fois ce prix. Mais là, ça a parlé. D'accord. Justement. D'accord. Monsieur le Président, pour finir ce grand entretien, votre mot de la fin. Quel sera votre mot de la fin? Le mot de la fin, par rapport à l'exposé de la situation que je viens de faire, par rapport aux implications que je viens de révéler pour ceux qui l'ignoraient, c'est que les Nigériens se regroupent et s'illustrent comme ils l'ont fait par leur sens de patriotisme. Que les peuples de la Confédération, de façon globale, s'illustrent encore davantage par leur engagement patriotique. C'est un combat de longue haleine, c'est un combat face à un professionnel de la perfidie, c'est un combat où les Nigériens doivent de moins en moins accorder la moindre importance à ces tweets dont on connaît l'origine et dont nous connaissons l'objet. Les Nigériens doivent continuer à prier pour leur pays. Souvent j'entends des gens qui disent nous pourtant nous avons ou nous avions soutenu le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Mais celui qui s'exprime comme ça n'a pas compris le combat. Le combat, ce n'est pas pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le combat, c'est pour la dignité du Niger. Le combat, c'est pour la survie du Niger. Le combat, c'est pour la souveraineté du Niger. Et ce combat-là est le même au Mali et au Burkina. C'est pour la survie, c'est pour notre dignité à nous tous. Donc je ne fais pas un combat pour un tel ou un tel. Un tel ou un tel, ce ne sont que des individus qui conduisent le combat en même temps que vous et qui ont eu la lourde responsabilité d'être ceux qui indiquent le chemin à suivre et qui ont le courage de dire non quand il faut dire non. C'est ça la vérité. Donc il faut que les gens comprennent que la lutte qu'ils font, c'est pour le Niger. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas pour le Conseil national. C'est pour notre pays. Nous sommes un pays de peuples fiers, multimillénaires. C'est parce que les gens ignorent leur histoire qu'ils se sous-estiment. Nous sommes un peuple organisé il y a plus de 5000 ans. Le Niger. Il ne faut pas prendre le Niger pour la République de 18 décembre 1958. Ah ouais, bien sûr. Ça, c'est la colonisation. C'est une terre ancienne, le Niger, plus de 5000 ans. Donc, il faut que les Nigériens soient convaincus qu'ils sont chacun pris membre d'un peuple digne, fier, ancien, d'une civilisation antérieure à la civilisation de ceux qui veulent nous apprendre les leçons de démocratie et de dignité. Il faut que l'ensemble des Nigériens se concentrent sur les prières pour leur pays, pour leur confédération. Si nous avons tenu, en plus de notre volonté, il y a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous implorons chaque fois que nous prions. Quand je prie, je ne prie pas pour moi, je prie pour mon pays.
c'est ce que je considère que chaque Nigérien se mette dans sa tête quand il prie d'abord pour son pays. Parce que le jour où le Niger cessera d'exister, lui-même cessera d'exister en tant qu'individu, en tant que Nigérien. Puisqu'il n'y aura plus de Niger. Il n'y a plus de patrie à chérir. Cet appel-là que je lance aux Nigériens. Renforcer les prières, que ce soit dans les villes et dans les campagnes. L'État fera sa part. L'État ne trahira jamais. Parce que l'État a pris conscience qu'il a mis Allah, subhanahu wa ta'ala, entre lui et son peuple. S'il trahit son peuple, Allah est le plus sage des juges. Ce que Allah n'a pas jugé, un individu ne peut pas s'arroger ce droit-là. Il faut que, même si nous ne croyons pas, quand même, nous croyons à quelque chose. Bien sûr. Donc, cette chose en laquelle nous croyons, sachons que c'est elle qui est l'être suprême, qui est la chose suprême. Et pour nous, c'est Allah. Et c'est devant Allah que nous avons juré de défendre les intérêts de notre peuple et nous le ferons, Inch'Allah, jusqu'à notre dernier souffle. Que les Nigériens soient soudés, restent soudés, qu'ils évitent de céder aux sirènes ethnocentristes, régionalistes, néocolonialistes, qui ne font que remplir un agenda, l'agenda des puissances coloniales à travers des miettes qu'on leur donne, à travers du pouvoir qu'on leur miroite ou qu'on leur fait miroiter. Vous aurez un deuxième mandat, vous aurez un troisième mandat, vous aurez un quatrième mandat, massacrez vos populations. Et en bas marche, on massacre les populations. Vous aurez tant de millions, vous aurez tant de logements, vous aurez tant de ceci. Allez-y, donnez-nous les renseignements, faites diffuser ces informations et vous les faites diffuser. Étant conscient que ce que vous faites est nuisible. Et pour ça, j'attire l'attention de la presse. La France a ce qu'ils ont appelé Agence française de développement des médias. Agence française de développement des médias à travers Canal France International. Oui. Ils ont créé une organisation qu'ils appellent Crossover. Crossover, it is not French, it is not British but French. French, yes. So, ils ont créé cette ONG-là avec un nom anglais pour faire certainement diversion. Oui. À travers cette ONG, ils recrutent des journalistes, comment vous les appelez, ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux, oui. Des activistes. Mais c'est des activistes oui. Intéressés. Intéressés, ok. C'est une dizaine de millions de francs CFA qu'on leur donne comme budget. Ouais. Donc, Crossover est un démembrement de Canal France International, lui-même qui est piloté par l'Agence française pour le développement des médias. Toutes ces intoxications-là sont également issues de cet outil-là ouais. qui est malheureusement piloté par des journalistes et nigériens. Nous savons, puisque en novembre 2024, ils étaient au Sénégal pour une formation, nous le savons. Qu'ils ne pensent pas qu'ils ont passé inaperçus et qu'ils ont franchi les barrières, nous le savons, mais nous les observons. D'accord. Parce que nous savons que Allah déjà a décidé de leur sort. Nous ne faisons que suivre. Mais nous ne restons pas passifs. Donc, que ces gens comprennent que tout ce qu'ils vont faire contre leur pays n'est pas dans l'intérêt de leur pays. D'accord. Il faut qu'ils arrêtent de jouer le jeu que nous voyons. D'autres prêtent leur page à la DGSE française. Utilisent leur page. Je le dis parce que je sais que la DGSE française va encore. C'est eux qui disent, quand ils envoient, il faut bien les connaître, ces gens-là.
Quand ils envoient un message, ils disent bon, nous sommes sûrs que la présidence va saisir des téléphones. Ou bien le ministère X va saisir des téléphones. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Une anecdote. Quand nous avions fait les dernières révélations, oui, tous les agents de la DGSE française qui ont servi au Niger, au Mali ou au Burkina ont été soumis au polygraphe. Ouais. Le polygraphe, c'est le détecteur de mensonges. Parce que pour eux, ces minables des Nigériens ne peuvent pas connaître notre secret sans que ça ne soit à travers nos propres compatriotes. Ouais, ouais. Ils les ont humiliés, ils les ont mis en quarantaine, ils les ont passés au polygraphe, le test de mensonge, et après je ne sais pas qu'est-ce qui est advenu de ces victimes-là. Ouais. Mais qu'ils sachent, le déménagement qu'ils sont en train de préparer, d'ailleurs ils ont accéléré, sur les 20 hectares de Fort-Neuve, nous sommes au courant. Okay. Les 6000 bureaux qu'ils veulent construire avec 130 000 mètres carrés de plancher, nous sommes au courant, nous avons déjà des bureaux réservés. Nous saurons, Inch'Allah, tout ce qu'ils vont faire parce que leur malveillance n'est pas agréée. Nous comptons sur les Nigériens de rester fermes. Ce que nous leur dirons n'est que pure vérité. Si les Français ne sont pas en train d'envisager le déménagement parce qu'ils pensent qu'on a infiltré leur mur au boulevard des Mortiers pour revenir à Fort-Neuve sur 20 hectares, ils n'ont qu'à sortir pour démentir. Ils avaient, c'est vrai, un projet depuis 2021, mais ce projet était en latence. Ouais. Il a fallu le réactiver à coût de milliards d'euros pour le réaliser et dans un laps de temps. Et cette décision a été prise suite à nos dernières interventions de décembre, où ils ont traumatisé ou humilié leurs propres concitoyens qu'ils pensaient être à la base des fuites qui nous ont permis d'entretenir les Nigériens. Donc, ce que nous disons, nous n'inventons rien, c'est la triste vérité. Que ceux des Nigériens ou des Burkinabés ou des Maliens qui jouent le jeu de la France comprennent que c'est un jeu d'humiliation, de dégradation et de manque de dignité. C'est une voie sans justice. Rien n'est au-dessus du Niger, rien n'est au-dessus de notre espace confédéral, rien pour les Maliens n'est au-dessus du Mali, rien pour les Burkinabés n'est au-dessus du Burkina. Il faut que ces compatriotes comprennent que la lutte que nous menons, nous ne la menons pas pour nous-mêmes, nous la menons pour l'ensemble de nos populations que nous voulons juste voir vaquer à leur activité professionnelle sans qu'on ait besoin de les mettre devant des 12-7, des 14-5 ou je ne sais de quelle couverture aérienne. Oui. Nous sommes un peuple assez intelligent, un peuple assez travailleur qui peut s'en sortir. Mais pourquoi devons-nous rester sous la domination des Français? Tout simplement parce que les Français trouvent leur compte en nous maintenant sous leur domination. Et que nous ne comprenions pas, et jusqu'à nos intellectuels, c'est ce qui est regrettable, nous ne comprenions pas que c'est de la survie de nos pays qu'il s'agit. Quand je vous ai cité le génie français qui disait c'est la stupidité du petit Emmanuel Macron, j'aurais voulu voir des intellectuels sortir, condamner ces propos-là. Rien. Personne n'est sorti. Pourtant, on a tous les diplômes. C'est ce que j'ai regretté également quand Macron s'est exprimé comme ça pour dire que le Niger lui appartient. C'est ce que j'ai condamné quand Sarkozy s'est prononcé à Cheikh Anta Diop pour dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. C'est ça le drame de l'Afrique. D'accord. Donc c'est des comportements comme ça qui sont révoltants et qui doivent révolter chaque digne fils de la Confédération. Je prie pour que nos pèlerins qui sont à la Mecque fassent un Hajj Mabrouk
Je présente mes condoléances aux familles de nos 3 compatriotes qui sont décédés. En tout cas, c'est les informations que nous avons jusqu'ici. Un décès de suite d'un accident de circulation et 2 décès de suite d'une courte maladie. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur accorde sa rahma et qu'il agrée leurs vœux et leur ibada avant leur dernier soupir. Pour ceux qui sont encore en train d'accomplir les rites, nous leur souhaitons Hajj Mabrou et que Allah subhanahu wa ta'ala les ramène dans leur famille sains et saufs. Nous souhaitons bonne fête à l'ensemble de nos compatriotes. Nous souhaitons que, puisque déjà l'association islamique a retenu la date, nous souhaitons bonne fête à tous nos compatriotes. C'est l'objet également de ce que j'ai à dire par rapport à mes vœux et souhaits vis-à-vis de mes compatriotes, des compatriotes de la Confédération et pour nos pays et notre Confédération. Allah nous couvre de sa rahama infinie, qu'il nous protège des malveillants et de leur malveillance, qu'il fasse que la Confédération triomphe de toute malveillance. Je ne dirais pas puissance, parce que aucun de ces pays n'a la puissance. Merci, Monsieur le Président, vraiment pour cet entretien et merci aussi encore pour la franchise dans vos propos. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce grand entretien qu'a bien voulu nous accorder le Président de la République, le général d'armée Abdrahmane Tchiani. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous.